Chers utilisateurs, une fois de plus, bienvenue sur le tutoriel sur la gestion budgétaire. Donc, nous allons continuer notre tutoriel sur la configuration de l'application. Ok, donc le plan pour cette vidéo est le suivant. Nous allons introduire la partie configuration. Nous allons voir la configuration basée sur les environnements. C'est-à-dire que si vous êtes en développement, en production, test, ainsi de suite, comment vous pouvez adapter la configuration en fonction de l'environnement dans lequel vous vous êtes situé. Ok, et nous allons voir la configuration de notre application. Ok, donc en introduction, tout le monde sait que chaque application développée a nécessairement besoin de ce qu'on appelle des configurations. Vous ne pouvez pas me dire que voilà, une application en production ou bien une application entreprise n'a pas vraiment besoin d'une configuration. Donc normalement, on a besoin de configurations, que ce soit configuration de la base de données, des autres parties nécessaires qu'on juge qu'on peut utiliser une configuration pour pouvoir le faire, ainsi de suite. Donc, chaque application a besoin de ce qu'on appelle la configuration. Donc, dans Platine, nous allons voir la liste des fichiers de configuration que nous avons besoin pour pouvoir configurer, afin que nous configurons notre application pour qu'elle fonctionne à notre besoin. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la configuration basée sur les environnements. En fait, le souci que la plupart des développeurs ou bien les gens qui font le développement, le déploiement ont eu, c'est quoi? C'est la configuration. Quand je développe sur ma machine, forcément la configuration que j'utilise ici n'est pas la même chose que l'autre développeur va utiliser et par pire encore ce qu'il y a en production. Ok. Maintenant, pour pallier à ce problème-là, Platine met en place un système de gestion des configurations basé sur les environnements. En fait, quand vous allez dans le dessus du projet, vous voyez un fichier qui s'appelle .environnement.exemple. Ok, ce fichier contient la plupart des configurations qu'on juge que ça peut changer d'une machine à une autre ou bien d'un environnement à un autre environnement. Par exemple, au développement, la configuration ne sera pas la même que celles qui sont en production. Ok. Donc, si vous voulez utiliser une configuration basée sur les environnements, il suffit d'enregistrer ce fichier utilisant notre nom, environnement, .environnement. Ok. Quand vous utilisez ce fichier, alors Platine va charger ce fichier de façon automatique et il va prioriser les configurations qui sont listées dans ce fichier au dépend de configurations qui sont là. Ok. Donc, ce que veut dire quoi? C'est quoi? Quand vous chargez l'application, ok, il va chercher cette instruction-là qui s'appelle env pour dire qu'il récupère la variable d'environnement pl app name. Si cette variable n'a pas de valeur, alors il va retourner la valeur par défaut qui est en deuxième paramètre. Ok. Donc, tous les configurations que vous voyez qui commencent par, qui fait appel à cette helper avec la fonction env. Donc, pour vous dire que cette configuration peut être de façon en utilisant les valeurs configurées dans les variables d'environnement. Ok. Tout le monde me pose la question, mais c'est quoi le préfixe PL? PL, c'est juste un préfixe hérité de Platine. On avait utilisé le préfixe pour éviter les conflits avec des noms qui existent soit sur le système de l'utilisateur ou bien une autre application qui utilise le même nom des variables, afin de ne pas créer des conflits. Ok. Donc, pour montrer l'exemple de comment utiliser la variable d'environnement, je vais vous faire un petit démo. Par exemple, vous voyez la variable debug. La configuration debug permet de dire en quel degré d'information on peut afficher s'il y a une erreur ou bien une information de débugage. Ok. Par défaut, c'est à true pour dire qu'on veut des informations détaillées. Supposez que si je crée une erreur, provoque une erreur, page 404, vous allez voir. Ouais. Vous savez pourquoi cette erreur s'affiche? Exactement parce que j'utilise la variable d'environnement qui est configurée ici. Ok, vous voyez, storage, il voit, il ne trouve pas les storages. Effectivement, ce dossier-là, il ne trouve pas. Comme si vous voulez accéder au dossier qui se trouve dans public. Ok, donc pour vous montrer l'exemple de ce cas-là, je vais supprimer ce fichier parce qu'il utilise la configuration qui est venue ici. Donc, si je veux utiliser la configuration qui vient dans la configuration, alors je vais utiliser le chemin complet. Donc, je vais mettre D comme sur Windows One. C'est là qui montre l'importance de la variable d'environnement P slash W Platine budget storage. Ok, et je relance.
Vous voyez, maintenant l'horaire est parti pour dire que cela veut dire qu'il utilise l'environnement, la variable d'environnement ici. Cette configuration, c'est toujours où ça contient le chemin vers le dossier storage. Ok, comme j'aime avant, il ne trouve pas ça. Maintenant, quand je mets debug à true, ça va renvoyer face et vous allez voir la différence. Là, je vais mettre toujours à true. Maintenant, je vais le modifier directement dans l'environnement. Donc, je vais mettre ici à false. Notez que ce fichier prend en charge les booléens. C'est-à-dire qu'on mettait face, il va interpréter ça comme étant un booléen, et ainsi de suite. Quand je recharge, vous voyez, il affiche uniquement les informations utiles à l'utilisateur, mais pas de façon détaillée. Pourquoi? Parce que d'où vient la valeur? C'est cette variable qui est utilisée au lieu de la valeur true qui est ici. Ok? Si je supprime ce fichier, donc du coup, quand il voulait récupérer cette information, il ne va pas trouver, donc il va prendre la valeur par défaut. Quand je recharge la page, voilà, il affiche tous les détails. Ces détails-là est uniquement au développement basé. Imaginez si c'est en production, un hacker qui vient et qui voit l'architecture s'afficher de cette façon-là, il va deviner comment est présenté votre code source et essayer d'attaquer ça. Donc voilà l'exemple d'utilisation de la variable d'environnement pour pouvoir configurer votre application. Donc nous allons passer la dernière étape pour cette vidéo, c'est de configurer l'application. Donc, pour la configuration, nous allons dans le dossier config et dans app name. Bon, pour ça, on n'a pas besoin de changer. Pour l'instant, debug, pour l'instant, c'est true. Environnement, there, toujours. URL, c'est-à-dire l'URL de l'application. Que je vais copier la même chose. Oui. Voilà, l'URL, quand vous rechargez la page, vous allez voir un petit changement parce que les fichiers CSS avant n'existaient pas. Parce que l'URL n'est pas bien configuré. Et voilà, maintenant vous voyez, les CSS sont bien récupérés, donc les couleurs, ainsi de suite. Maintenant, le path là, c'est pour le routeur. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Si c'est vide, l'application lui-même essaie de déterminer ça. Maintenant, le static dir, c'est quoi? C'est le nom du dossier statique. OK? C'est-à-dire que dans le dossier public, il y a un fichier qu'on appelle un dossier qui s'appelle statique. Si je renomme ça, OK, je mets S à la fin. Ça veut dire que tous les fichiers statiques là, l'application est incapable de récupérer. Ok, donc voilà. Donc quand je mets statique dire là, euh, S, je vais faire CTRL U pour voir la code source. Quand vous cliquez sur CSS, voilà, le CSS est bien chargé. Donc quand je renomme le dossier statique dire là, alors je dois renommer ici, ici. Mais mon but c'est de garder toujours tout comme avant, donc je vais renommer ça. Voilà. Et le response chunk size, ça veut dire que si on a, quand le navigateur, le serveur voulait envoyer la réponse, on peut diviser ça de façon, tronquer chaque réponse et la taille de chaque réponse à envoyer, c'est de 4096 octets. Ok. Maintenant, la time zone. Le time zone, c'est très important quand vous développez une application. Sous time zone, vous allez voir, là, j'ai mis en UTF, UTC, ça veut dire que le GMT par défaut. Et, je vous ouvre le fichier template. Je vous montrer la différence avec le temps actuel que le serveur utilise. OK. Ça ne s'affiche pas. Je vais ouvrir l'application HTTP Action. Vous allez voir la différence. Dans data, je vais passer une variable de template date qui est égale à date actuelle. Month, day, heure, seconde. Voilà, et dans le template, je vais afficher ça. Je vais mettre seulement ici, bon, date actuelle. Maintenant, pour afficher une variable de template, je mets ça, et voilà. Quand je recharge, voilà. Vous voyez la date actuelle, il a dit c'est 17h58 le 27 février. Or, chez moi, l'heure de ma machine, c'est 18h58. Pourquoi? Parce que par défaut, dans la configuration, on avait mis le temps par défaut, c'est UTC. Ok, donc là, je vais configurer ça en utilisant la date de ma machine. Donc, dans les données fuseaux horaires qu'on appelle Africa Bongi.
OK. Quand je recharge la page, vous voyez automatiquement il a pris en compte la date en fonction de là où je me trouve. OK. Donc là, vous mettez le fichier en fonction de vos besoins. OK. Donc là, je vais fermer ça. Voilà, on avait fini pour le côté application. On va continuer. Authentification, pour l'instant, on n'a pas encore de choses à toucher ici, mais on va revenir là-dessus en cas de besoin. Cache, on peut utiliser la fonctionnalité cache, les commandes. On n'a pas de commandes à ajouter. OK. Database, pas encore. On va revenir dessus. Event, si on gère la gestion des événements, on va ajouter ça ici. Maintenant, langue, voilà. Dans langue, le langue par défaut, c'est anglais. Et moi, je vais ajouter le français. OK, donc FR. Et par défaut, je vais le mettre en français. Voilà, c'est le store name, ça veut dire que le nom de la clé de session qui va sauvegarder la langue de l'utilisateur et le nom de fichier langue par défaut. Donc là, il n'y a pas grand chose. Là, c'est l'environnement, ça veut dire que où est-ce que se trouve le fichier de langue. Donc par défaut, si cette variable n'existe pas, il va prendre ça dans storage ressources langue. OK, si vous allez dans storage ressources, on a déjà publié la langue pour les validateurs. Voilà, c'est ici que la langue va se trouver. Donc, voilà la langue ici. On utilise le get, l'extension getText. OK, donc voilà tout pour le fichier langue. On ferme. Maintenant dans login, voilà. Login, les drivers, quand on est en développement, voilà, c'est toujours debug, on debug. Vous pouvez ouvrir les logs pour voir ça. Généralement, j'ai créé une erreur tout à l'heure, donc généralement, on devait voir les logs là. Dans tmp log, voilà. Vous voyez là, c'est le fichier log. Le temps avec les microtimes, l'adresse IP de l'utilisateur, le type de level, error, et puis le channel, c'est même PID. Là, sous Windows, c'est 0. Et sous Linux, normalement, il y a une valeur. Il dit que l'erreur, c'est une fois, on va dire que l'erreur que 404 j'ai provoqué. Voilà, tous les détails ici. OK. Donc, vous pouvez voir tout ça ensemble ici dans le log. Donc, c'est ici qu'on configure ça. Si je mets en erreur, ça veut dire qu'il y a erreur uniquement. Le log va être avancé uniquement si c'est un niveau erreur. Comme nous sommes en développement, on va utiliser le niveau debug. Et le driver utilisé actuellement, c'est file. Donc, on a plusieurs drivers. Pour l'instant, c'est file qui est utilisé. Et le path, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va avancer le fichier log, c'est ce que je viens de montrer là, c'est dans storage tmp log. Donc, si vous voulez avancer dans d'autres endroits, il vaut mieux configurer ça. Et maintenant, le préfixe, c'est-à-dire que le nom de préfixe fichier. Ici, vous voyez, c'est app. OK, si je mets quelque chose, tnh, par exemple, OK, et je vais créer une erreur pour que le log s'enregistre. Voilà. Comme vous voyez ici, vous voyez, ça va sortir tnh. Donc, c'est cette configuration-là. Mais je préfère garder la valeur par défaut qui est app. Et le niveau de log pour le fichier, si le driver est file, quel est le niveau de log. OK, donc c'est debug toujours. Donc, je vais supprimer ça. C'est juste un exemple. Voilà, pour le login. OK, maintenant, nous allons passer au middleware. Nous avons les middleware, comme on avait vu, ce sont des classes qui permettent d'accepter la requête HTTP. Donc, nous avons la liste des middleware qui est déjà disponible. Donc, nous avons le error middleware. Cette middleware permet de capturer toutes les réponses et en cas d'erreur, il va afficher une erreur. Donc, il est toujours placé en première position. OK, donc l'ordre ici est très important. C'est-à-dire que si vous placez le middleware de cette façon, c'est-à-dire que quand la requête arrive, le premier middleware qui est random, il va gérer, il va intercepter la requête. Et si la condition est vérifiée, il passe au suivant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de middleware à configurer, mais nous allons revenir ici en cas de besoin. OK, et la pagination, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire ici. Les providers, voilà. On va activer certains providers. Comme nous avons vu, c'est quoi le rôle de service provider, donc on va les activer. Database, on va activer ça après l'utilisation. Session, on va utiliser les sessions. OK, donc là, je peux activer dès maintenant. On va utiliser la migration. C'est quoi la migration? On va voir ça. OK, template, on va utiliser cookie, pas encore long. On va utiliser les longs. Donc, on va activer ça. Et commande, c'est bon. Authentification, on va activer ça après. Pagination, on va utiliser la pagination. On active security, on va utiliser ça.
Donc j'active. Donc Platine fournit déjà quelques services providers utiles. Une fois activé, il faut maintenant importer les classes. Vous voyez la use ici. Donc pour importer une classe sur NetBeans, vous allez dans source et fixe use. OK, et il vous demande de choisir les classes en question. Donc il faut bien choisir les bonnes classes. Donc comme cette classe existe une seule fois, donc vous n'avez pas de problème, vous cliquez sur importer. Le raccourci clavier c'est CTRL SHIFT I. OK, ça à peu près la même chose. OK, donc voilà, on a activé les services providers, mais on va venir ajouter la liste à la liste si on a d'autres providers que nous allons créer. OK, maintenant les routes. Pour l'instant, on n'a qu'une seule route, c'est-à-dire que faire la page d'accueil. OK, donc là, on garde ça pour l'instant. On n'a pas besoin d'ajouter des routes actuellement. Et security, on a le cross-site conférence, c'est déjà activé par défaut. Le délai, c'est 600 secondes. Les méthodes en question. Si on a des URL, là, et le course, ça ne va pas utiliser. Il est utile pour le cas des services web. Maintenant, les sessions, on va utiliser les sessions. Le nom de session, c'est platine. Ok, ça veut dire que le nom de cookie qui va être généré, c'est platine. Le driver utilisé, c'est file, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser d'autres drivers tels que le APCU et ainsi de suite. Et le time to live, c'est-à-dire que la durée d'une session, c'est 300 secondes, c'est-à-dire que 5 minutes. Et les sessions flash clé, on a tout ça, storage, c'est-à-dire où se trouvent les sessions, ça sera dans le dossier TMP session. Ok, donc voilà quelques configurations. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à ajouter. Et le template, si on va utiliser les caches là. Pour l'instant, on ne va pas utiliser les caches parce qu'on est en développement. Donc, on voulait à ce que si on fait une modification, ça prend en compte automatiquement au lieu de donner casser la tête à la fin. OK. Et où est-ce que on va se trouver les caches? Les caches, le préfixe, c'est-à-dire le nom du fichier des caches. OK. Et l'endroit où on va lancer les templates, cache des templates, c'est dans ressources templates. OK, on va mettre tous les templates là dans ressources templates. OK, vous voyez ici ressources templates, c'est-à-dire que tous les templates là on va les mettre ici. OK, maintenant les extensions. Extension, vous pouvez changer à tout ce que vous voulez. Moi je préfère le HTML. Pourquoi? Parce que quand c'est HTML là, l'éditeur là sait comment reconnaître si c'est du code HTML, ainsi de suite, et il va vous faciliter la tâche avec ça. Donc je préfère utiliser HTML. Vous pouvez changer sans l'extension, vous n'avez pas besoin de mettre HTML ici. OK, vous utilisez vraiment HTML. OK, maintenant Autoscap, c'est vraiment recommandé pour les réseaux de sécurité. Si vous ne mettez pas Autoscap à true, ça va créer ce qu'on appelle un problème de sécurité. OK, donc il vaut mieux mettre à true. Et si nous avons la liste des filtres, nous allons le lister dans le tableau ici. Et les tags. Les tags, c'est quoi? C'est juste le truc qu'on va utiliser dans la view. Si vous prenez l'exemple de tag statique, ce qu'on avait mis ici, vous voyez, on avait utilisé la tag statique ici qui permet de faire le lien vers nos fichiers CSS. OK. Et nous avons aussi le courant URL, c'est-à-dire qui permet d'afficher l'URL courant. Je crois on avait ça. Non, pas encore. Je vais vous montrer l'exemple. L'URL courant. Ici. Je mets seulement URL actuel. OK. Voilà. C'est un tag. Un tag la différence d'un tag et un tag, c'est qu'un tag commence par accolade pourcentage. OK. Donc, quand je mets comme ça, il va m'afficher l'URL actuel. Voilà. Exactement. OK. Si je mets, j'essaie de mettre les paramètres name égale à Tony. Vous voyez, automatiquement, il récupère l'URL actuel. Donc, ce tag-là est très important. Nous allons l'utiliser après. OK, donc si vous avez des tags personnalisés, vous pouvez les laisser ici. Donc ici, c'est le name qui va être utilisé. C'est-à-dire que si je voulais utiliser seulement URL comme le nom de tag, OK, c'est ce nom-là que je vais utiliser ici. OK, donc chaque format, c'est le nom du tag à utiliser suivi du nom de la classe. OK, donc là, je vais ramener tout par défaut pour ne pas que vous êtes perdu. OK, donc voilà, je crois, ce qu'on a la partie configuration. Mais notez que s'il y a des modifications, nous allons revenir pour pouvoir le modifier. Donc voilà en tout la partie